Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Fidèles amis internautes, bonjour et bon réveil matinal avec Info Hebdo. Ce jour au menu du décryptage, nous parlerons du dialogue politique. Un an après, où en sommes-nous? Avions-nous besoin d'un dialogue politique à nouveau en cette veille de la présidentielle de 2021? Nous parlerons également de la supposée prorogation du mandat du président Patrice Talon consacré dans la Constitution révisée le 1er novembre 2019. Nous ferons quelques commentaires et analyses au sujet du parrainage. Et en fin d'émission, nous parlerons de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA qui suspend la République du Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Sans plus tarder, je retrouve mes invités, lesquels sont Moïse Dossoumou, journaliste au sein du groupe de presse Fraternité, Abdul Ghaffar Zongbobo, journaliste analyste politique, et bienvenue Agba Sagan, journaliste analyste politique. Mais avant, fidèles amis internautes, je vous retrouve après la pub pour le décryptage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Moïse Dossoumou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes face à Abdul Ghaffar Zongbobo. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à nos amis internautes. Bienvenue, bonjour à nouveau. Bonjour Kader, bonjour aux amis internautes. Merci d'être des nôtres sur Info Hebdo. Alors Moïse Dossoumou, le dialogue politique a eu lieu il y a cela un an. Est-ce que selon vous, les objectifs fixés par ce dialogue politique ont été atteints? Pour ma part, il n'y avait de dialogue que de nom. En réalité, c'était un vrai monologue qu'on a affublé de dialogue. Parce que vous nous souvenez-vous un peu que l'essentiel des contempteurs du régime, sinon le noyau dur, n'avait pas pris part à ce dialogue pour diverses raisons. Certes, le parti FCBE qui se prévaut de l'opposition, et là encore ce n'est que de nom, y a pris part. Et jusqu'à ce jour, le rapport de ce dialogue-là n'existe nulle part. Il n'a pas été rendu public jusqu'à ce jour. À temps normal, pour des assises de ce genre, après les événements douloureux qu'on a traversés, quand on fait ces genres de réunions, de grandes messes, la quintessence des discussions, les recommandations sont révélées au grand jour. On ne nous a donné que des extraits. Mais le rapport même, où est-il? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public jusqu'à aujourd'hui? On a vu après tout ça la célérité avec laquelle l'Assemblée nationale a voté les lois jusqu'à réviser la Constitution. Et même à ce niveau, ils sont allés bien au-delà des grandes recommandations du dialogue qui ont été rendues publiques. Ils ont travesti carrément cette affaire pour en faire toute autre chose. Et voyez-vous que la révision justement qui a succédé à ce dialogue n'a même pas fait l'objet d'un débat public, d'un débat national. On ne savait pas à l'avance ce qu'elle allait toucher, ce qu'elle allait laisser. C'est bien après le vote rapide des députés qu'on a su tout le reste. Et même le parti FCBE, qui n'est d'opposition que de nom pour ce qui me concerne, s'est plaint de cela après. Bien qu'ils aient participé au dialogue, ils sont plaints après pour dire que ce n'est pas ce qui a été dit là-bas qui a été fait à l'Assemblée. Donc, en résumé, pour moi, c'était juste une concertation entre partisans du gouvernement, rien de plus. Le Zongbobo, est-ce que pour vous, le dialogue politique n'avait pas été utile?
Je crois, pour ma part, qu'il y a eu un dialogue politique. Je prends le contre-pied de ce que disait mon vis-à-vis tout à l'heure. Il y a un dialogue politique parce que il y a une conjoncture qui a amené les acteurs politiques à se dire qu'il faut qu'on parle en face. Il faut qu'on puisse raboter nos protuberges inutiles pour mettre au-dessus l'intérêt du pays. Et à cette réunion, la plupart des formations politiques qui avaient au moins une licence légale ou qui sont en train de le faire. Donc 9 partis politiques étaient appelés, 8 ont répondu présent au dialogue. À ce dialogue, les gens ont formulé des recommandations. Après les recommandations, il y a un comité d'experts qui a pu traduire en résolution les recommandations au sein de ce dialogue, de ce dialogue politique. Et on a vu la suite, le pouvoir en place a fait du mieux qu'il peut la transcription ou la traduction en acte effectif des discussions sur ce dialogue. Toujours est-il que ce qui a été dit entre les acteurs politiques, les discussions qu'ils ont eues, les considérations qu'ils ont eues à un moment donné, certains d'entre eux estiment que les résolutions n'ont pas été totalement respectées ou n'ont pas été respectées à la lettre ou du moins selon l'économie de ce qui se sont dit. C'est un fait. Et là-dessus, en politique, je crois que ce n'est pas inutile de s'attaquer ou bien de chercher à ce que le partenaire d'en face soit crédible, soit correct, soit traduit avec une certaine fidélité la pensée de ce que vous avez eu ensemble. Dès lors qu'il joue un peu avec, vous pouvez toujours sortir pour lui dire non, nous n'avons pas dit ainsi, voilà ce que nous avons dit pour que les choses puissent aller de l'avant. Je crois savoir qu'un an après, les résolutions qui ont été prises sont en train d'être matérialisées. Mais il reste toujours à améliorer ce qui a été fait. Vous demandez de savoir si un an après, est-ce qu'il faut encore aller à un nouveau dialogue. Je crois qu'il n'est pas interdit en politique ou dans n'importe quelle organisation sociale de continuer par parler. La preuve aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Peut-être que, c'est pas, des acteurs politiques qui ne se parlaient pas hier, la conjoncture les a amenés à échanger, à voir un peu les difficultés du moment, à dire c'est le Bénin d'abord, comme le disait le chef d'État, c'est le Bénin qui est éternel. Alors, bienvenue à Ouagadougou, dites-on d'entrée de jeu. Est-ce que selon vous, il y a eu véritablement dialogue en 2019, dialogue politique? En tout cas, à ce que je sache, les gens se sont réunis. Et quand on parle de dialogue, si nous allons dans le fond, on pourrait comprendre qu'il faudrait qu'on s'assemble pour pouvoir prendre des résolutions qui engagent la vie de l'État. Si des gens, à des moments donnés, ont choisi la voie du boycott, en ne remplissant pas des critères, parce qu'il ne faut pas confondre certaines choses dans une république. Les gens confondent la légitimité à la légalité en réalité. Or, si nous allons laisser un État évoluer dans la légitimité, où est alors la valeur de la légalité? Ceux qui n'ont pas pu participer à ce dialogue politique, en son temps, ont choisi la voie de la légitimité, qui n'est pas d'ailleurs légale. À partir de ce moment-là, il y a un dialogue. Alors, ce qu'il faudrait préciser, c'est que le dialogue serait sempiternel. Ce qu'on aurait préconisé pour les États africains, j'irais dans une généralité, pour pouvoir venir à notre pays, c'est qu'il faudrait que, même s'il y aurait dialogue, que cela soit très éloigné ou très espacé. Mais le mal est venu d'où, afin que nous puissions l'exorciser? Il faut d'abord questionner l'histoire. Vous savez, le peuple africain, globalement, avait de dialogue. Et ça se passe aussi dans certaines régions aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de la démocratie qui amène ce type de dialogue, il y avait déjà des dialogues avec nous par le passé. Sous l'Abapalab, il y avait le pouvoir législatif. Parce que quand on vient sous l'Abapalab, c'est là où on discute d'assez de choses et on légifère, on prend des résolutions. Mais est-ce que le dialogue, comme l'a décrit tout à l'heure Moïse Dossou, oui, est-ce qu'il était inclusif, ce dialogue politique? Quand vous utilisez les expressions exclusive ou inclusive, je vous le dis, c'est pour ça que j'ai commencé, que certains ont choisi la voie de la légitimité. Je suis précis là-dessus. Et donc, si vous avez opté pour cela, celui qui est au pouvoir, d'abord, l'être humain par nature, ne peut pas se laisser aller afin que vous puissiez le ridiculiser de manière outrancière, je dirais. Parce que si vous pensez que vous êtes les seuls intelligents dans une république, à partir de ce moment, il faut savoir qu'en face de vous, il y a d'autres intelligents. Et donc, si sur le terrain politique, nous allons donc étaler nos tares
de cette manière-là pour montrer que nous sommes intelligents. Voilà les conséquences. Le débat, en tout cas, ce que moi je sais, c'est qu'il y a un dialogue. Et donc, ça dépend de l'angle de vue de chacun. Ça dépend de la compréhension de chacun et ça dépend du contenu que nous donnons au dialogue. Alors, Moïse Dossoumo, vous avez suivi tout à l'heure Abdel Ghaffar Zoumoubo, vous avez suivi également Bienvenue à Bassagan, qui estime qu'il y a eu dialogue. Alors, vous estimez qu'il y a eu monologue plutôt que dialogue. Alors, dans ce monologue, lorsque je me fie à votre thèse, est-ce que ce monologue a apporté quelque chose, une plus-value, je dirais, à la vie publique politique de ce pays? Non, moi je n'en vois pas. À moins que vous en voyez vous à votre niveau. Je ne vois pas ce que ça a changé. Parce que tout ce qui a suivi après ce monologue-là, j'insiste sur le mot, parce que mes vis-à-vis n'ont pas réussi justement à dire le contraire de ce que j'ai dit. Ils n'ont pas réussi à démonter mes arguments. Ah bon. Aucun d'eux n'a réussi. Ils sont allés chacun dans leur sens. Donc quand je parle, même celui qui parle de légitimité, de légalité, il se confond. Parce que la légitimité procède de la légalité. Ça ne le sait pas. Il se confond. En tout cas, on va revenir sur la notion. On va revenir sur la notion. Quand on parle justement, voilà. Quand on parle, vous parlez des retombées. Les lois qui ont été votées dans la célérité là, ce dialogue en griffe n'a servi que de prétexte à ça. Qu'il y ait eu ces assises ou pas, ces lois seraient votées avec cette assemblée-là. La constitution serait révisée avec cette assemblée-là. Ça, c'est ce qui avait été déjà décidé. Nous connaissons le mode de fonctionnement de ce parlement. Décidé par qui? L'assemblée est gérée par qui? Par le Qui sont les président députés? Qui sont les députés? Ils sont de quel bord politique? Tout ce qui a été fait, que ce soit les 4 ou 5 lois, que ce soit la révision de la Constitution, c'était déjà prévu, programmé. Qu'il y ait ces assises ou pas, tout ce qui a été fait serait fait. Mais au cours de ces assises, si la contradiction avait une certaine valeur au cours de ces assises, le parti FCBE n'allait pas se rebiffer après pour se plaindre, pour dire que ce n'est pas ce qui a été dit là-bas qui a été fait. On a tous écouté Paul Moukoui à propos, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais lorsque... Il a pris par ces assises, on l'a présenté comme un trophée à ces assises. Pour dire voilà un parti d'opposition qui est venu, c'était le trophée de ces trouvailles en griffe. Mais voilà que l'objet justement de leur idole vient dire après que ce n'est pas ce qu'on a dit qui a été fait. On l'a tous entendu, je ne vends rien. Ça c'est un fait. Donc pour moi, qu'il y ait eu ça ou pas, tout ce qui a suivi comme loi aurait été voté. Donc pour vous, tout ce qui a été voté aurait pu être serait voté même s'il n'y avait pas eu de dialogue politique. Aussi simple que ça, ce n'était qu'un prétexte. Alors, Zoumbobo, lorsque vous y voyez de près, est-ce que vous ne voyez pas, je dirais, un apport que ce dialogue politique a pu amener à la vie politique nationale? Au fait, j'ai compris un peu l'angle de vue ou l'angle de discussion de mon cher ami et confrère Moïse Dossoumo. Bon, mais j'ai répondu à votre question parce qu'il y a bien des choses sur lesquelles j'ai bien envie de revenir, mais ça, c'était un débat entre Moïse du genre du berger à la bergère. Voilà, mais comme c'est vous qui va évoluer dans le débat. Du débat et que c'est vous qui posez la question, je prendrai exactement l'angle de votre question pour vous répondre. Vous savez, le PRD dans ce pays n'a pas pu participer aux élections de 2019. Du moins, les élections d'avant. Les élections législatives d'avril 2019. Voilà. Et il a fallu ce dialogue pour que le PRD participe au municipal. Quand certains disent que s'il n'y avait pas eu même s'il n'y avait pas ce dialogue, les gens auraient voté certaines lois que les choses allaient rester en l'état. Je pense que si les choses devaient rester en l'état, un parti comme le PRD n'allait pas participer aux élections municipales et communales. Et à ce dialogue, il n'y avait pas que les FCBE qui se réclamaient d'un parti de l'opposition. Le parti du président Souman Touleba est un parti de l'opposition. Il se déclare de l'opposition. Pour le développement du Bénin, FCDB. Il n'y a pas que lui. Il y a encore d'autres partis qui sont de Flamme Renouvelée. De ces partis qui sont de l'opposition. Je me demande pourquoi les gens disent ou bien veulent amener des gens qui disent nous ne partageons pas la vision du parti Salon, disent que ce sont des affiliés ou des copains ou des affiliés d'autres mains du parti Salon ou de son pouvoir. S'il y a eu à ce dialogue, il y a eu des partis politiques de l'opposition qui ont participé. Aujourd'hui, après ce dialogue, on a dû alléger un peu la tâche, les lois qui ont été votées pour permettre à ce que les partis politiques aient un peu plus de facilité à aller aux élections. Parce que voulons-nous depuis 90 ou moins après la conférence des forces de vie de la nation, quelques années après, les militaires se sont rendus compte, ou les politiques dans leur grande majorité se sont rendus compte que le Bénin, il y avait une prolifération de partis politiques au Bénin, ceux qui ne participaient pas correctement à l'animation de la vie politique. Alors que si vous voyez l'article 5 de notre constitution, donnait prérogative à l'animation de la vie politique aux partis politiques.
Mais chez nous, Est-ce que c'est une prérogative exclusive? c'est une parole, laisser la Constitution à son article 5. J'ai un publiciste devant moi qui ne peut pas me démontrer le contraire par rapport à cela. Vous pouvez lui donner la parole. Je peux me réserver de parler, mais s'il ne peut pas Allez-y. me démentir l'article 5 de notre Constitution. D'accord? Vous avez vu, ces partis politiques, pendant longtemps, n'ont pas pu suffisamment animer la vie politique comme cela se devait, parce que nous avons souvent ce complexe d'aller amener un intrus qui connaît ou peu ou prou la maison. Nous avons cette habitude à aller chercher, comment vous l'appelez, un oiseau rare pour porter les aspirations politiques. Alors que la politique, ou les partis politiques sont en mesure, en principe, de traduire nos intentions en action. C'est d'abord le rôle d'un parti politique. Ils viennent animer la vie politique, prennent le pouvoir. C'est ce que pense ma population de Djidja, ce que veulent les gens de Djidja, ce que cherchent les gens de Birni, ce que cherchent les gens de partout dans le monde. De Kopargo peut-être. De Kopargo, de Ouida par ailleurs. Les partis politiques sont amenés à traduire leurs intentions en action. Et c'est pourquoi ils se revendiquent dans l'arène politique pour prendre le pouvoir. Pendant longtemps, on n'a pas pu faire ça. Un président dit que nous avons une démocratie d'escafé, chargée d'anarchie et de tout. Donc à un moment donné, ils se sont dit, travaillons à ce que nous ayons de grands mouvements politiques pour animer au mieux la vie politique, pour qu'on ait plus de retombées. À un moment donné, celui qui est venu, le chef de l'État, a dit qu'il vient sous le sceau des réformes. Il a fait des réformes. Les gens ont estimé que ces réformes n'ont pas permis de faire des pas importants. Il y a eu ce qu'il y a eu comme élection législative avec de violence. Après cela, on s'est assis pour dire asseyons-nous et calculons. Qu'est-ce qu'on va faire? Échangeons, trouvons un consensus. Il y a eu le consensus. Aujourd'hui, les partis politiques ont commencé de plus en plus à se mettre ensemble, certes, mais à trouver quelques facilités pour que ça ne soit plus trop corsé, pour qu'on dise que ça a été, les loyautés étaient à sur mesure pour les empêcher. Aujourd'hui, plusieurs partis politiques sont en lice aujourd'hui pour pouvoir être pour animer correctement la vie politique. Je pense que ce dialogue aura été utile à quelque chose à un moment donné. Alors, bienvenue à Bassagran. Beaucoup de personnes estiment que le dialogue politique n'a pas estimé à quelque chose, mais lorsqu'on regarde les recommandations du dialogue politique qui ont été appliquées, on constate que le dialogue politique continue de régenter la vie politique nationale, puisque le dialogue politique a conduit à la révision de la Constitution, où il y a eu l'instauration du parrainage, de la vice-présidence. Nous avons la rallonge de 45 jours constitutionnellement du mandat du président de la République. En question, le dialogue politique a quand même apporté quelque chose, à bousculer un peu les habitudes dans l'univers politique béninois. On ne peut pas estimer que les gens se sont réunis pour du rien. Là, je ne suis pas d'accord avec cette réflexion-là, même si c'est un regroupement de personnes qui se sont retrouvées, en tout cas ceux qui sont dans un camp donné. Vous savez, il y a quelque chose qui est sorti de cela et il faut le reconnaître. L'honnêteté intellectuelle nous appelle cela. Ce n'est pas parce qu'on aurait estimé qu'à un moment donné que c'était un monologue qu'on pourrait donc le faire. Et d'ailleurs, donc, quand on parlait de monologue, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très important pour moi. Vous pensez qu'au Bénin, ici, il y a eu des dialogues, même avant, c'est-à-dire ce qui a amené le renouveau démocratique. Ce sont des monologues qui nous ont conduits à ce que nous avons. Est-ce que vous dites indirectement que c'était aussi un monologue? Non. En fait, pour ceux qui soutiennent en réalité que ce qui a été, ce qui est passé, n'est pas un dialogue, je voudrais leur dire d'abord que ce qui nous a amené jusqu'à ce point était des monologues. Et c'est la nuit. C'est pour ça qu'il y a un sujet qu'il faudrait bien proposer, la démocratie et la nuit. Parce que vous allez remarquer que ce sont des négociations individuelles qui ont abouti à ce que nous avons en 1990. Est-ce que vous me comprenez dedans? Et donc, à partir de ce moment-là, qu'on tague ce dialogue de monologue, moi, je ne vois pas rien de tout ça. Mais le dialogue a apporté aussi beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, on est allé à un fit. Par le passé, nous avons des candidats qui viennent donc manifester leur instinct de clown à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'en aura plus. Il y a des partis politiques qui ne maîtrisent pas, je le dirai toujours, tant que j'aurai l'opportunité, leurs fonctions, les fonctions des partis politiques. Avec cette charte-là, avec ce code électoral, les partis politiques doivent savoir qu'un parti politique, c'est une fonction idéologique. Un parti politique, c'est une fonction tribunicienne. Un parti politique, c'est une fonction de la socialisation de la vie. Ce que nous n'avons pas par le passé. Et c'est grâce à cette révision-là qu'on est arrivé à cela. Aujourd'hui, on parle du parrainage. Vous voyez la façon dont ça se passe sur le terrain, un élément d'ailleurs qui fait peur. Il faudrait dire que lorsqu'il s'agira toujours de choisir quelqu'un, c'est déjà une exclusion. C'est naturel, parce que quand on va faire une sélection, d'autres seront toujours
exclus. Tout le monde ne peut aller dans ce même environnement-là. Et donc, il faudrait que nous reconnaissions qu'à un moment donné, qu'il y a un travail qui a été opéré qui nous permet de ne rien voir. Cependant, il faudrait dire, peut-être, celui qui est au pouvoir ne va pas faire la loi pour les beaux yeux de l'opposition. Moi, il faut le dire, il ne faut même pas cacher cela. Et si nous voyons bien, c'est pour ça que moi j'aime toujours faire référence à l'histoire. C'est vrai qu'il faut reconnaître une place à l'opposition. Mais lorsqu'une opposition va dans une exagération, il faut leur montrer que vous n'êtes pas plus intelligent. Je l'ai précisé tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'une loi soit votée, contacte même le Parlement d'un Parlement monocolore, je vais les renseigner, je dirais aux gens de faire référence à la monarchie parlementaire britannique par le passé, de voir comment les choses... un système démocratique. Non, mais si les gens parlent aujourd'hui en disant que nous ne sommes plus dans la démocratie, d'abord la démocratie dont on parle là, d'ailleurs, je reviens là-dessus, c'est un mauvais système. Il faudrait dire, Winston Churchill l'a précisé, la démocratie qui n'est que la dictature de la majorité sur la minorité. Aujourd'hui, si on arrive à ce que la minorité est en train donc de gouverner sur la majorité, il faut savoir qu'est-ce qui s'était passé en Afrique aujourd'hui pour qu'on en arrive là. Au fait, c'est un déclin démocratique qui s'annonce en Afrique globalement et qu'il faut repenser les choses et revenir à ce que j'appelle un État-nation. Alors, Moïse Dossoumu, on vous a suivi tout à l'heure dans votre argumentaire. Pour vous, vous l'avez dit, vous persistez, il y a un monologue. Mais ce monologue que vous avez dit, est-ce que vous n'avez pas vu que cela régente la vie politique nationale et que cela a été véritablement déterminant pour la présidentielle 2021 parce que tout ce qui en a été décidé, cela sera véritablement constitue des fondements législatifs pour la présidentielle. J'en viens. Mais d'abord, la démocratie n'est pas la dictature de la majorité pour la minorité. Ça, ce n'est pas savoir ce que c'est que la démocratie. Ah non. Et Cadet. Non, pas on fait un débat du berger à la bergère. La démocratie, c'est aussi la dictature de la minorité sur la majorité. On l'a déjà vu plusieurs fois dans ce pays et même ailleurs. Bon, c'est ce que nous avons observé en Afrique. C'est ce qui est venu en Afrique. Bienvenue, on va laisser Moïse même dans les achever. pays où la tradition démocratique est, disons, vieille de plusieurs centenaires, il arrive très souvent que ce soit la minorité qui s'impose à la majorité. Dans la démocratie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ce que pense la majorité dans la vie continue, ce n'est pas ça du tout. Alors, il ne faudrait pas faire d'amalgame. Deuxième amalgame, la nuance maintenant. Comment peut-on comparer la conférence nationale et ce qu'on a fait en octobre 2019 là? C'est deux choses diamétralement opposées. C'est le jour et la nuit. Comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé pendant 10 jours au PLA Maridio et les 2 ou 3 jours au niveau du palais des congrès. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. La conférence nationale, ce n'était pas que des acteurs politiques. C'est pour ça qu'on dit force vive de la nation. C'est la population dans sa minorité. C'est un échantillon de la population qui était représentée. Mais ce dialogue-là, il n'y avait que des politiciens et encore c'était une frange de politiciens. Donc ne comparons pas des choses. Et ce n'était pas le même contexte. On ne peut pas accepter ce genre de comparaison-là. Mais aujourd'hui, le dialogue politique est passé. Faisons attention. Le PRD, FCDB, s'il n'y avait pas eu ce dialogue-là, le PRD n'irait pas aux élections. On ne pourrait pas faire élection en avril 2019 avec 2 partis du chef de l'État et continuer ici pour les autres élections, c'est impossible. Il fallait forcément ouvrir. Donc que le PRD participe ou pas, il y aurait plus de 2 partis pour les élections. Si je dois m'en tenir à vos s'il vous plaît, à vos propos. Vous allez réagir tout à l'heure. Avant de prendre part à ce dialogue en griffe là, le PRD a sorti le mémorandum. Et à la fin de ce dialogue, quand il y a eu tout ça, le PRD a sorti le mémorandum pour dire que tout ce qu'on a dit là-bas, ça n'a pas été fait. Ces 2 documents existent. Donc que le PRD ait participé ou pas, on ne pourrait pas faire législative avec ces 2 partis et faire un an après élection avec ces 2 partis, ce n'est pas possible. Il fallait forcément ouvrir. Donc ce n'est pas la présence du PRD qui a fait en sorte qu'il participe justement aux élections communales. Et n'oubliez pas qu'en 2019, le PRD était partant pour les législatives. Il a fallu cette affaire de le PRD pour qu'il soit investi. Donc ce n'est pas le fait que le PRD ait participé au communal, au dialogue là, qui a favorisé sa participation communale. Je n'ai jamais dit ça. La présence des partis dits d'opposition, FCDB, FCB, tout ça, ces partis ne sont d'opposition que de nom. Un parti qui soit de la mouvance de la majorité, ce n'est pas cette déclaration, ce n'est pas ces faits et gestes qu'on le classe. Citez-moi un seul acte d'opposition, une seule critique formulée par le parti FCDB depuis sa création. Un seul critique. C'est des gens qui ne parlent presque pas. C'est des gens qui ne parlent presque pas. C'est quoi ça? Une opposition, ce n'est pas de tirer sur le gouvernement, ce n'est pas ça non plus. Ah d'accord. Quelle a été justement leur partition, leur fait et gestes, leur déclaration en termes d'opposition, en termes d'alternative jusqu'à présent, depuis qu'ils sont là?
Vous dites que il fallait réformer les choses, qu'avant on avait des candidats par-ci par-là, des candidats comiques et tout, ça c'est qui? En fin de compte, qui décide? Quand on avait 30-40 candidats, au second tour, ce n'est pas 2 candidats qui émergeaient, qui décidaient de remettre chacun à sa place. N'est-ce pas le peuple? Peut-être que les gens ne veulent plus voir que les gens étaient sur les cadres de visite anciens candidats à la présidentielle. Quand il y avait tous, peut-être par plus de candidatures là, au final, qui décidait? N'est-ce pas le peuple? Ça gênait qui? Le peuple va aussi décider quand il aura parrainage aussi. L'autre chose, quand vous parlez des partis désormais, que c'est eux qui vont présenter des candidats, que ce soit des gens isolés et tout le reste là. La présidentielle c'est dans 6 mois. Non? On verra bien les candidats qui seront présentés par les partis en question là. S'ils vont venir des rangs des partis, mais si ces partis ne vont pas coopter d'autres candidats comme cela se faisait par le passé, et en son temps on verra. Vous me demandiez si ce dialogue n'avait pas un peu régenté la vie politique. Vous me rejoignez, c'est ce que je disais depuis le départ. Il fallait quelque chose comme prétexte pour faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et nous sommes dans cette droite ligne-là. Oui, mais aujourd'hui, Moïse Dossoumo, avant de revenir à Abdelgafar Zongogo qui meurt d'envie de réagir, lorsqu'on y voit de très près, il y a eu, on a consacré après ce dialogue politique le parrainage. On a consacré une avalanche de lois qui, je dirais, réorganise un peu les élections présidentielles au Bénin. On a parlé d'élections générales où il y a eu rallonge par exemple du président de la République. Mais aujourd'hui que tout cela a été fait aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui lorsqu'on voit un peu la ferveur, les commentaires autour du parrainage, les commentaires autour de l'élection présidentielle, les espérances pour plus d'inclusivité pour le scrutin présidentiel, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est d'une nécessité aujourd'hui qu'il y ait encore un dialogue du genre pour que les acteurs politiques désireux de participer à l'élection présidentielle puissent échanger pour trouver quand même un consensus? Il ne faut pas nécessairement un dialogue, pas nécessairement. Puisque vous insistez si tant sur le mot dialogue. Pourquoi est-ce qu'il a fallu... Il faut un monologue, c'est ça? Non. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire cette assise-là après ce qu'on a connu pour les législatives? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à vouloir trop forcer, que cela crée des ennuis qui pourraient être préjudiciables à toute la nation. C'est pour ça qu'on a été contraint de faire ce qu'on a fait là. Et malgré qu'on a fait ça comme ça, il en est encore sorti des lois chrysogènes. Il faut parler du parrainage. En soi, ce n'est pas mauvais. Le principe du parrainage n'est pas mauvais. C'est même normal, c'est même souhaitable que celui qui veut aspirer à diriger tout un peuple démontre au moins qu'il a une certaine légitimité, soit auprès des élus, selon les normes qui ont été édictées. Ça, pour le principe, il n'y a pas de souci. Mais le contexte ne s'y prête pas. On ne peut pas avoir fait des élections législatives dans ces conditions, avec des députés issus de ces partis-là, dans les conditions que nous savons, les communales, et dire que c'est ceux-là qui vont parrainer des candidats. C'est ça le drame. On aurait fallu élargir un peu plus. Allez, pourquoi pas avec les conseils communaux? Pourquoi pas comme ça se fait ailleurs, que des citoyens, peut-être 50 000, 100 000 citoyens puissent parrainer un candidat? Là, cette proposition serait plus crédible. Sinon, pour le principe, il n'y a pas de souci. Mais la formulation, le contexte, et comment ça va se passer? La preuve voit même que ça gêne même ceux qui ont été promoteurs de cette affaire-là, parce qu'ils voient qu'on se dirige tout droit encore vers l'élection exclusive. Et ça dérange. Comment faut-il maintenant pour trouver la solution? C'est ça le problème. J'espère qu'on va revenir sur la rallonge du mandat présidentiel. Oui, tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Abdelgafar Zongogo, vous avez envie de parler depuis un certain temps. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Kader. Je n'ai jamais dit que c'est la participation du PRD aux assises, au dialogue politique national, qui a consacré son élection et sa candidature, sa participation aux élections communales et municipales. Les amis internautes qui nous suivent en ce moment, s'ils finissent, peuvent revenir encore en arrière sur la vidéo et lire dans mes propos. Je ne l'ai jamais dit, sauf si mon ami est dans ma tête et veut prêter encore d'autres propos. De la télépathie. Voilà. Deuxième chose, je n'ai jamais dit que ce sont les partis politiques, parce qu'il a dit un certain nombre de choses qui n'étaient pas... Oui, mais pour évoluer dans le débat... sur lesquels je veux pas... On parle un peu du parrainage actuellement, le parrainage. Oui. Le parrainage, selon vous, Olojumbo, est-ce que c'est une disposition chrysogène, comme le disent beaucoup d'acteurs politiques? Vous savez, le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Et je crois qu'avec les réformes actuelles, le parrainage n'est pas un fait nouveau. C'est un truc qui se faisait depuis. À chaque élection présidentielle, vous voyez qu'un parti politique ou des partis soutiennent, donc portent la candidature de celui ou de ceux qui aspirent à diriger à notre pays. C'est d'abord une forme de parrainage. Parce que le parrainage en soi donne une crédibilité à celui qui aspire à diriger. Est-ce que vous voyez? Cette réforme a voulu juste
consacrer, a voulu formaliser le parrainage que nous avons l'habitude de faire de façon informelle. Mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que ça ne pose pas un problème de, de bienséance? Parce qu'on dit que les élus sont des élus du pays et qu'ils peuvent parrainer sans soutenir. Non, mais écoutez, quand vous voyez un peu, je ne vais pas citer le nom des partis, mais si vous voulez, on peut aller. Pendant longtemps, vous voyez un parti qui décide de soutenir un candidat, et au sein du même parti, vous voyez des classiques de ce même parti qui disent non, nous n'avons jamais, le bureau politique n'a jamais dit ça, nous ne soutient pas cet élu et soutient d'autres élus, ou bien le même parti soutient plusieurs candidats à la fois. Où il y a des ruptures, il y a des cassures au sein du parti, il y a des recompositions de partis, de création de nouveaux partis, compte des mécontentements qu'il y a eu à l'occasion du parrainage de soutien à un candidat. Cette réforme vient juste valider ou bien consolider ce qui se fait, mais sans déchirer les partis à l'interne. Aujourd'hui, ce sont les élus, c'est-à-dire députés ou maires, qui parrainent un candidat. Ce n'est plus ce qu'on avait l'habitude de faire où, au sein d'un parti, l'aile A peut dire nous soutenons le candidat de taille écoute, l'aile B dit nous soutenons le candidat grand de taille, l'aile C dit nous ne soutenons personne ou bien nous s'éparpillons. Avant de me pencher vers Bienvenue Bassagan, Eloge Zombobo, voilà, j'y arrive enfin. J'aimerais bien vous poser une question. Le parrainage par essence a été institué pour empêcher les candidatures fantaisistes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit sa forme d'applicabilité, est-ce qu'on ne peut pas avoir, candidat à la présidentielle, quelqu'un qui n'est pas issu d'un parti politique, comme le professeur Joël Aïvo, qui veut être candidat? Vous savez, l'idée à l'origine... Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie? Non, je ne crois pas qu'il y ait antinomie. L'idée à l'origine, c'était de favoriser l'émergence des partis politiques, de grands groupes. C'est-à-dire, vous avez de grands groupes, au sein de votre parti politique, vous pouvez avoir quelqu'un qui est capable de porter l'idéologie de votre parti politique. Aujourd'hui, il y a des événements qui ont amené les politiques à dire les partis politiques ou bien les élus vont valider la candidature de quelqu'un. Ça peut être un candidat, du moins un membre du parti, ou quelqu'un, un acteur politique ou un acteur de la vie économique ou culturelle, un citoyen, que le parti a pu dénicher par son talent, par son travail, par son abnégation, par son charisme, pour dire ce candidat, nous pensons qu'il serait utile, c'est un joker utile pour nous, que nous pouvons parrainer. Donc je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment un problème autour. Alors, bienvenue à Bassagan, votre commentaire sur le parrainage. Oui, sur le parrainage. Dans sa forme, son applicabilité. Et tout. Il n'y a même pas de souci en la matière. Il faudrait que je revienne sur des éléments. Ça, c'est clair et net. L'élément de la démocratie. Vous un peu non, je n'en disconviens pas parce qu'il faudrait que nos internautes aient des éclaircissements en la matière. Quand on parle de la démocratie, ce que d'abord, nous, Africains, nous avons pris, c'est du métisme juridique, c'est du clonage juridique, je dirais. Tant que ce système démocratique ne sera pas contextualisé, des problèmes du genre pour donner des considérations du monologue viendront toujours. Il faudrait le dire. Nous ne devons pas donc avoir un modèle plus que calqué et c'est sur ça que nous allons évoluer pour penser. Alors aujourd'hui, il faut contextualiser. Même si on parle du parrainage, je viens en fait, c'est qu'il faudrait dire ceci. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire, supposons, a accepté le parrainage que nous allons choisir le parrainage dans le même modèle. C'est faux. Chaque peuple ou bien chaque pays peut de manière identitaire faire le choix de son parrainage. Le Bénin a fait le choix d'un parrainage. Alors il faut dire ceci. Du point de vue juridique, il faudrait préciser. Vous savez, quand vous lisez bien Platon dans la République, vous allez voir qu'il alertait donc les législateurs que lorsqu'ils voulaient voter, en voulant voter une loi, il faudrait qu'ils prennent en considération les aspects sociologiques. Il faudrait qu'ils prennent en considération les aspects éducatifs, qu'ils prennent en considération les aspects culturels. Alors, quand je prends le parrainage aujourd'hui, tel que cela est ficelé dans le test, parce que c'est en évoluant que vous pouvez remarquer les imperfections d'un test. Le test, tel que cela a été conçu au départ, dans les analyses, on arrivait donc à voir que si on laissait les choses ainsi, cela risquerait donc de frustrer un certain nombre de personnes. Et donc, pour un bon gouvernant, pour que cela n'y ait pas de frustration au sein d'un peuple, il faudrait nécessairement trouver des manières palliatives, bien des solutions palliatives pour que nous puissions donc être dans la paix. Et c'est cette considération-là
qui a été prise en compte dans l'interprétation de ce parrainage-là. Alors, si pour nous, et donc notre objectif, c'est toujours de tirer à boulet rouge pour ne pas comprendre nos vis-à-vis, c'est les conséquences de ces analyses qui considèrent que ce parrainage-là est un parrainage qui est en train d'exclure comme ce que nous avons vu dans le contexte actuel, bienvenue à Bassagan, est-ce que vous ne voyez pas des difficultés, des entraves à son applicabilité? Tout ce qui est expérience, nous sommes à une expérience. Lorsque vous entamez quelque chose, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez déjà, en tout cas, vous avez atteint la perfection. Je dis non, lorsque vous commencez par faire quelque chose, cela vous montre en tout cas ses écueils, ça vous montre ses difficultés. Et donc si le parrainage montre aujourd'hui ses difficultés, à la longue cela sera corrigé. On ne peut pas du jour au lendemain pour dire sauter le verrou du parrainage, c'est ce que nous ne voulons pas. À quand nous allons expérimenter? Mais même si on doit maintenir le parrainage avant de passer à Moïse Dossoumo, dites-nous, bienvenue à Bassagan, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui une fois encore d'un dialogue politique? Est-ce que nous avons besoin d'une table ronde autour de laquelle les acteurs politiques, mouvances, opposition, vont s'asseoir pour échanger, pour avoir quand même un consensus, pour ne pas que les événements que nous avons connus en avril et mai 2019 puissent se reproduire? Je dis ceci, même ceux qui réclament à ce qu'il y ait encore un autre dialogue politique pour qu'on puisse assainir le milieu, est-ce qu'ils le font dans l'intérêt général? Je le dis, ils ne le font pas dans l'intérêt général. Vous savez, ce que nous avons par le passé, et il faut le dire, c'était du narcissisme politique au niveau des partis politiques. C'était de la pantocratie, il faudrait le préciser. Et si aujourd'hui ces gens-là réclament qu'il y ait de dialogue, c'est pour encore instaurer ces choses qui ont été corrigées. Il faudrait qu'on soit objectif en la matière. Et donc aujourd'hui, que ça soit des dialogues qui ait lieu, en tout cas, ce qu'il faudrait dire, c'est que tôt ou tard, il faudrait que les dialogues soient espacés. Il ne faudrait pas, vous allez remarquer, et je le dis, que sur le continent africain, je le précise globalement, c'est lorsqu'il y a des élections qu'on voit la fibre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la fibre patriotique. Vous savez, devant un match de football, vous allez remarquer si celui-là, il est patriote ou pas. Ceux qui réclament aujourd'hui qui est dialogue là, est-ce que réellement c'est la fibre patriotique qui les anime? Ou bien encore c'est pour pouvoir donc sauvegarder leurs intérêts. En tout cas, ce que je vois, ils ne pensent pas au peuple globalement. Je le dis en toute intelligence. Moïse Dossoumo, lorsque je retourne vers vous, j'avais envie de vous poser la question de savoir, est-ce que le parrainage devait constituer une disposition qui pourrait entraver la participation de l'opposition à ce scrutin présidentiel? C'est ce que je disais. Lorsqu'on a suivi l'interview du président de la République avec François Soulon de Jeune Afrique. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ça. Ça, ce n'est pas important pour moi. Ce que je voudrais dire, c'est aussi simple que ça. D'où est-ce qu'on est venu pour aboutir à ce fameux dialogue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a remarqué qu'on a fait des réformes qui ont créé une grande exclusion. On a vu les violences que ça a engendré dans plusieurs localités sur plusieurs mois, avec des morts à la clé. Et on a dit, il faut qu'on arrête avec ça. Bien, c'est un faux diagnostic que je fais, c'est bien ça. Oui, parce qu'on a vu que, je ne vous parlais pas, c'est parce qu'on a vu que on est parti de l'exclusion pour en arriver là. Et dans la recherche de voies et moyens, pour qu'il n'y ait plus d'exclusion, on instaure encore des dispositions chrysogènes, dont le parrainage, et on veut légitimer des élus qu'on a mis là, dans les conditions que l'on sait, et on dit que c'est ceux-là qui doivent donner le ticket du parrainage. Mais est-ce que l'opposition aura des difficultés cette présidentielle qui s'annonce à négocier le parrainage? Quand on voit sur papier, avec un avantage lourd de 83 élus, l'opposition va s'en sortir comment? N'évoluons-nous pas encore vers une autre exclusion qui sera encore plus pénible que la précédente? Parce que si les législatives, c'est une élection entre parenthèses mineure, la présidentielle, c'est le sommet même de la démocratie. C'est là où le peuple, dans sa majesté, s'exprime. Et si on ne permet pas à ce peuple-là de choisir une alternative, comment voulez-vous que ceux qui ont été exclus se comportent? Si la finalité du dialogue en griffe là, c'était d'éviter l'exclusion, est-ce qu'on en serait là? On aurait pu instaurer le parrainage, je suis d'accord pour le principe, mais pas dans cette forme-là, pas cette formule-là. On aurait pu aller plus loin, il n'y a pas que les maires, les députés. Mais aujourd'hui, c'est en vigueur. Que faut-il faire, Moïse Dossoumo? C'est ce que je dis. Mais ceux qui veulent faire, ils vont le faire, et puis nous allons voir ce que ça va donner. Maintenant, je reviens encore un peu en arrière. Quand on dit qu'on a enseigné le paysage politique, et qu'il n'y a plus de, disons, de corruption, de vente ou bien de commerce, de fonds de commerce. Le parrainage en question là, ce n'est pas un fonds de commerce. Abdou Gaffar Zongou, je me penche vers vous. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les acteurs politiques de l'opposition d'obtenir le parrainage? En principe, si on doit avoir comme sur papier, aujourd'hui on dira il y a 82 députés, il y a 77 même, donc 16 pour les partis de l'opposition.
que en principe, du moins, je dis ce que je dis, moins de... non, 9. Oui. En tout cas, les FCBE ont quelques... Ils sont à 6 maintenant. 6 députés. On peut dire non, pas principe que... 6 mais... Oui, pas principe que, comment l'appeler, l'opposition peut ne pas avoir le parrainage. Mais vous savez... Mais lorsqu'on parle de négociation, est-ce qu'il par négociation il peut pas obtenir dans le paysage avec politique, la Sénat qui garantit l'anonymat? Le personnage politique béninois est connu. Les gens se connaissent entre eux. Donc, le candidat ou les partis d'opposition qui aspirent ou bien qui veulent aller aux élections, étant entendu que ce sont des amis, parce que comme je le dis, le paysage politique, les gens se connaissent, c'est des amis, ils peuvent toujours entrer en négociation politique et aller pêcher des têtes au niveau des candidats, des élus qui sont en principe des élus proches du pouvoir. Parce que ce qu'il y a ici, ce n'est pas le parti qui parraine actuellement, mais c'est l'élu. C'est qu'il y a une petite différence, c'est une nuance qu'il est intelligent de faire. Ce n'est pas le parti qui parraine. Et deuxième chose, la Sénat garantit un certain anonymat. Encore que, n'oublions pas, il peut arriver que des élus qui sont proches de la majorité présidentielle décident de ne pas parrainer le candidat de la majorité présidentielle. Un élu peut décider, au-delà de tout, de dire je ne veux pas parrainer le candidat de la majorité présidentielle. Que je veux parrainer peut-être l'opposition parce que je veux qu'il y ait alternance. Inclusivité. Parce que ça, c'est... Est-ce qu'il y a alternance ou qu'il y ait inclusivité? Bon, inclusivité, quoi vous dire qu'il y a une élection du moins, plus ou moins ouverte. Plus ou moins ouverte. Parce que ce que vous oubliez, aujourd'hui, parti talon, du moins, on apprend qu'il est candidat à l'élection. Il peut y arriver qu'au sein de la majorité présidentielle, qu'il y ait des velléités d'autres candidats. Je ne suis pas dans l'économie de ceux qui sont en train de penser, mais d'autres candidats de la majorité présidentielle peuvent aussi se déclarer candidats à quelques mois de la présidentielle. D'où c'est la possibilité pour des élus encore de la majorité de parrainer d'autres candidats autres que Patrice Talon et de parrainer aussi d'autres candidats autres que Patrice Talon. Ouais. Alors, bienvenue à Bassagan. Lorsqu'on y voit de près, est-ce que le fait que la Commission électorale nationale autonome garantit l'anonymat au parrain, au parrainage, est-ce que nous pouvons espérer que tous les acteurs politiques désireux de participer à cette élection présidentielle pourront véritablement participer à cette élection présidentielle et que le parrainage ne sera pas, je dirais, un critère qui va, je dirais, les empêcher de compétir? Vous savez, quand vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas et que votre proche en dispose, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut aller négocier. À partir de ce moment-là, ils ont toute la possibilité. Mais lorsque, au cours de cette négociation, vous n'arrivez pas à avoir cela, vous restez dans les coulisses et vous remettez votre espoir à un autre jour. Mais ce qui est en train de dire sur le terrain, c'est comme si nous avons un regard prémonitoire sur ce qui se passe. C'est-à-dire que pour eux, systématiquement, les partis de l'opposition, en tout cas, si un opposant, pour qu'il y ait alternance au pouvoir, ne peuvent pas avoir ce parrainage-là. Avec ce que la Sénat fait aujourd'hui, un élu du peuple, à moins qu'on aurait estimé qu'à un moment donné, peut-être la Sénat, lorsqu'un député ou bien un élu aurait donc parrainé une autre personne, que cet anonymat-là soit détruit. Or, ici, nous sommes avec une institution qui a prouvé sa loyauté. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas douter de cette compétence parce que de pouvoir donc procéder ou bien... La Sénat est loyale envers qui? Non, quand je parle de la loyauté, la Sénat a organisé des élections, même si vous parlez de l'élection passée. C'est pour ça que je reviens sur ma notion en réalité. Ils ont agi selon les tests. C'est ça que je mets dans la légalité. Le principe de la légalité en droit administratif en parle que l'autorité ne peut agir sans que cela ne soit prévu par un test. Et si la Sénat agit de la sorte en fonction de la loi, je considère que la Sénat a été loyale. Et donc, voilà ce que je suis en train de dire. Et donc, sur ce point-là, considérant ces aspects que la Sénat a toujours travaillé selon la légalité, je peux dire que la Sénat ne peut en aucun cas, pour l'instant en tout cas, sauf cataclysme, donc dévoiler ceux qui auraient donc soutenu un membre de l'opposition. Merci à vous, bienvenue à Bassagan. Oui, Moïse Oussoumou. Le parrainage n'est pas une faveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous jette comme vous jetez une os à un chien pour dire prenez et puis consolez-vous. Ce n'est pas ça le parrainage. Le parrainage n'est pas une faveur. Ça ne peut pas être ça, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est un agrément? Voyez, c'est un agrément qui est délivré. Tout ce qu'on a dit pour parvenir à cette réforme politique-là, la réforme du système partisan. Vous voyez tout ce qu'on a dit autour de ça. Il faut construire des partis forts où les élus sont disciplinés et tout. Jusqu'à présent, si pas extraordinaire, aucun de ces deux partis, je parle de l'UP et du BN, ne présente aucun candidat qui provienne du parti pour la présidentielle. Cette réforme aura été un échec.
Secondo, si des élus de ces partis-là disent nous parrainons tel candidat qui est de l'opposition, c'est encore un échec pour cette réforme. Parce que l'idéal, c'est quoi? La logique, c'est quoi? C'est que les membres d'un parti, les élus d'un parti qui soutiennent le chef de l'État sont avec le chef de l'État, sont avec ce parti et s'inscrivent dans cette ligne. Ils ne sauraient donc quitter cette ligne pour dire nous soutenons quelqu'un d'autre. C'est qu'en réalité, on a fait tout ça là pour rien. C'est que tout ce qu'on dit là et ce qu'on fait maintenant. Moïse Oussoumou, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser réagir très rapidement sur la supposée prorogation du mandat du président de la République qui a été, je dirais, consacrée par la nouvelle Constitution. Justement, ce n'est pas une supposée prorogation, c'est une prorogation du fait. Puisque vous dites qu'elle est consacrée par la Constitution, elle n'est pas supposée, elle est réelle. Moi, ça me pose un problème éthique, un problème moral. En 2016, Patrice Talon a été élu par le peuple, le corps électoral dans son ensemble, 65%. On lui a donné un mandat de 5 ans, tout simplement. Et le mandat de 5 ans s'achève le 5 avril à minuit. De quel droit une frange de politiciens s'asseye et dit nous vous donnons 45 jours en plus? Ça veut dire quoi? Il paraîtrait que ça a été fait dans le cadre de... Ça a été fait dans ce cadre-là et tout. Qui a élu Patrice Talon? C'est cette frange de politiciens-là. Le mandat impératif qui lui a été donné avec toute la noblesse, toute la majesté que le peuple a mis, qui lui a donné ça? Ce n'est pas le peuple. Et ça a été encadré dans un délai. Si prorogation devait y avoir, ce ne serait pas ce mandat-là. Ce serait le précédent et on le soumet dans les urnes. Parce que c'est le mandat le plus noble. C'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple qui le choisit. Et cet élu-là ne peut pas faire dos au peuple et s'agglutiner avec quelques politiciens pour s'arroger encore une rallonge. C'est que pour moi, c'est purement éthique et moral. Abdel Ghaffar Zongbobo sur la question. Ok, je vois par rapport à la prorogation du mandat du chef de l'État, ça a été consacré par la Constitution révisée. Vous savez, dans l'article 131, c'est le cœur même de cette prorogation de mandat. Je m'étonne aujourd'hui que depuis qu'il y a une révision de la Constitution, que les politiques et les journalistes qui sont un peu proches des courants politiques n'aient rien dit. Mais qu'ils attendent la veille de l'élection présidentielle pour sortir maintenant leur intelligence, leur griffe, pour dire non, il y a une prorogation de 45 jours, ce n'était pas comme ça, on avait dit. Alors que quand la Constitution était révisée et qu'ils avaient la possibilité de parler en son temps, ils n'ont pas pu parler. Peut-être en son temps, ils n'ont pas eu de réflexe, l'intelligence ne les a pas encore habités. Mais on attend le prétexte des élections présidentielles pour estimer que Patrice Talon et ses députés, parce que c'est le langage, se sont agglutinés pour se donner 45 jours. Le plan est quoi? Le mandat de Patrice Talon prend fin déjà en avril prochain, en avril 2021. Cela va sans dire que normalement, en avril, Patrice Talon passe le pouvoir, 6 avril, passe le pouvoir à celui qui va le succéder ou c'est lui-même qui se succède à lui-même. Mais lors du dialogue politique qui a entraîné la révision de la Constitution, on a parlé de l'alignement des élections. De l'alignement des élections. Élections générales. Et il a été prévu, est-ce qu'il faut mettre... D'abord, ils ont dit, pour le faire, il faut que le mandat des députés ne soit plus de 4 ans, mais de 5 ans. Il a été prévu que les maires et les maires élus actuellement aient un mandat de 6 ans, non de 5 ans. Mais le débat de Moïse n'est pas allé de savoir pourquoi on a donné 1 an de plus aux maires. Parce que le vrai débat pour Moïse, c'est Patrice Talon. C'est qu'il a prononcé quelques jours de plus. C'est que les députés, parce que c'est sa prise de parole, qui dirige l'Assemblée nationale. Et vous l'avez répondu intelligemment que c'est Vlavono, heureusement qu'il n'a pas démontré le contraire. Parce que pour lui, et des gens qui pensent exactement comme lui, ce n'est pas Vlavono qui dirige le Parlement, mais c'est peut-être Patrice Talon. Vous savez, quand on a fait ça, et qu'on a dit, pour faire le prolongement des élections, qui peut faire des élections groupées en 2026, on dit, pour que ça puisse cadrer, pour que ça soit sur la même date, les calculs ont montré que il faut mettre ça déjà, il faut commencer déjà, il faut rallonger l'élection du président de la République en 2021, en mai 2021, non en avril, ou du moins en mars, par exemple,
2021, mais en mai 2021. Et c'est ce qui a prévalu à ce que nous ayons quelques jours de rallonge. Je crois que si les gens ne sont pas contents, ils ont encore une voie de recours qui est la Cour constitutionnelle. Ils ont une voie de recours qui est la Cour constitutionnelle qui va décider. Au lieu d'attendre la veille des élections, de commencer par agiter dans l'opinion que le parti Salon s'est arrogé quelques droits, quelques jours de rallonge, chauffer les esprits et instiguer les gens à la violence et dire après que non, ils ont voté des lois criminogènes, aujourd'hui vous avez vu, la population est rentrée dans les rues. Et c'est ce genre de débat qu'il faut commencer par déconstruire au niveau des amis qui tiennent ce débat. Vous savez, je suis un peu peiné de faire le débat de cette manière parce que pour moi, les échanges que nous avons eus ici, c'est que chacun apporte son argument sur le parrainage. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il y a un dialogue politique, oui ou non? Et est-ce qu'un an après, on peut encore aller à un autre dialogue politique? Mais quand je vois la ligne, une certaine ligne, et ce que j'entends ici, et que je lis sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a des gens qui sont dans un shadow cabinet quelque part et qui instiguent, qui sortent des choses à petits coups juste pour nous amener aux événements malheureux que nous avons eus en avril et en mai 2019. Ce qu'il faut plus souhaiter. Ce qu'il faut plus souhaiter. Bienvenue à Bassagan sur la même question. Et quand on parle de prorogation de fait, il y a la prorogation de droit en réalité. Quand on parle de prorogation de fait, ça veut dire qu'aucune loi ne l'est prévue. La loi a prévu cette prorogation-là de mandat du parti Salon. Quand je lis l'article 131 de la loi électorale, il faudrait dire, parce que nous allons faire une lecture croisée avec l'article 157, alinéa 3 et premier et 2 de la Constitution révisée. Quand vous lisez les deux dispositions, je lis d'abord la première disposition. Oui, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai de l'année électorale. Le vice-président élu en fonction entre en fonction au même moment, je laisse le reste. Je vais sur l'article 157-3, alinéa 1er et 2. Les dispositions nouvelles concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République. À l'occasion du président de la République en 2021. À partir de ce moment, c'est une disposition transitoire qui n'a pas été mise sous les chapitres des dispositions transitoires. À partir de cet instant, puisqu'on dit que c'est à l'occasion des élections, c'est une prorogation de droit parce que la loi l'a prévu et non une prorogation de fait. Je refuse ça, cette analyse-là. Alors, ce qu'il faudrait dire... Non, mais vous avez accordé, un temps de parole aux autres. Permettez-moi aussi d'accoucher, à moins que vous vouliez que je m'en arrête là. Ce qu'il faudrait dire, là, je ne serai pas très long. Oui, je vais accoucher. C'est que lorsque on fait ces analyses-là, c'est comme si on est en train de susciter une ingéniosité du mal. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette république-là, qui pensent qu'ils sont frustrés parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'idéologie de celui qui est à la tête du pouvoir. C'est vrai que tout le monde ne peut être d'accord avec quelqu'un en tout moment, d'ailleurs si tout le monde vous applaudit. Et si le président de la République a fait son choix, et que c'est les unes qui vont le démontrer, à moins que vous estimez que les choses ont été verrouillées depuis. Mais si les choses ont été aussi verrouillées, c'est que c'est l'opposition qui a mal joué, parce que l'opposition s'est laissée dépourvue de ses vertèbres. Et donc c'est à cause de ça que nous arrivons à ce genre de situation. Il faudrait dire qu'il faudrait aller à une science politique et non de travailler avec de l'amateurisme politique. Aujourd'hui, les politiciens doivent savoir que si nous voulons réellement faire la politique, ils n'ont qu'à savoir que la science politique doit entrer dans sa phase pratique et non dans sa phase théorique comme nous avons eu par le passé. Alors Moïse Dossoumo, je me retrouve vers vous, c'est pratiquement votre dernier temps de parole. Cette semaine, les commentaires ont été nombreux, que ce soit sur la toile, sur les télévisions de part et d'autre, au sujet d'une décision qui a été prise par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA, qui suspend la République du Bénin pour 12 mois de la liste des pays d'origine sûre. Dites-nous, en tant que journaliste chroniqueur, quelles ont été, je dirais, les émotions qui vous ont animé après avoir pris connaissance de cette décision du conseil d'administration de l'OFPRA? Donc, permettez que je vienne un peu en arrière, juste 30 secondes. Le loger a dit un truc très grave qu'on ne peut pas laisser passer. Oui, allez-y très rapidement. Sur Patrice Talon, ni ici ni ailleurs. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas m'occuper de quelqu'un. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas ce temps. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Lui ou quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps de me fixer sur quelqu'un au point d'être obsédé par lui. Je ne fais pas ça. Peut-être que c'est vous qui le faites, moi je ne fais pas ça.
L'aliment des mandats en question dont il parle, quand il dit que je n'ai rien dit sur les 6 années qui ont été accordées au maire, le mandat des maires. Pas 6 années. Bon. Les 6 années qui ont été accordées au maire, le mandat des maires députés quand? C'est pas après ce fameux dialogue-là? Est-ce que le mandat des maires était en cours quand on leur a donné un an en plus? C'est pas après? Quand vous parlez, réfléchissez un peu, mettez de la logique dans les choses. Je ne peux pas m'attaquer à quelque chose qui n'est pas au moment où on alors, par rapport à la décision de l'OFPRA, cette affaire de fixation. Nous n'allons pas. Je ne suis pas obsédé par quelqu'un. Je dis ce que je pense. Et si ce que je dis ne vous arrange pas, mais ne m'écoutez pas, fermez les oreilles quand je parle, c'est aussi simple que ça. Ne m'empêchez pas de ce que je pense. Alors, si vous estimez que ce que je dis fait du tort à votre idole, ne venez pas dire que je suis obsédé par votre idole. Non, je n'accepte pas ça. Non, je n'accepte pas ça du tout. Ok, d'accord. Par rapport à sa décision, en toute connaissance de cause par rapport aux éléments qui est à sa disposition. Moi, je n'ai pas d'appréciation particulière. Est-ce une décision politique ou une décision... Je ne suis pas l'OFPRA, je ne connais pas leur motivation. Vous ne connaissez pas. Je dis, quand il y a ce genre de choses qui interviennent, quand c'est bon, il faut conforter. Quand c'est mauvais, il faut faire en sorte de corriger. C'est tout. Non, mais alors, bienvenue très rapidement pour clore cette émission. Vous savez, à un moment donné, moi dans un regard panafricaniste, on se dira, on s'en fout. Dans un regard panafricaniste. Parce que si aujourd'hui on est en train de travailler à une certaine décolonisation et non une décolonisation, en tout cas, même si on pourrait l'estimer, je voudrais dire à une décolonisation certaine, je voudrais dire, j'y arrive enfin. Et donc, il ne faudrait pas accepter un certain nombre de choses. Ils ont leurs éléments, ils ont donné les résultats. Si le Bénin, il y a lieu de se corriger, on se corrigera. Mais lorsque on va rester dans un regard panafricaniste, ma décision, vous la connaissez, et donc je ne vais pas aller dedans pour faire de la ligne. Non, mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. On dira basta si le Bénin n'est pas un pays sûr. Ils ont leurs considérations, ils ont leurs éléments d'argumentation, et donc nous, on s'en fout. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faudrait que le Bénin se retrouve dans les pays, en tout cas dans le grand concert, c'est ce qui est nécessaire. Dans un temps donné, on verra si l'OFPRA va encore accepter le Bénin. En tout cas, l'essentiel, c'est que le Bénin travaille et que le Bénin évolue. Merci à vous, bienvenue à Gbassagan. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, et vous étiez avec Abdul Ghaffar Zumbobo, journaliste, analyste politique également. Et le troisième invité de ce matin sur Info Hebdo est Moïse Dossoumo, journaliste au sein du groupe de presse Fraternité. Merci à tous pour avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci pour les commentaires que vous nous cessez de mettre sur notre page YouTube. Merci à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain avec d'autres confrères ou peut-être un des mêmes. Portez-vous bien et passez un excellent programme en compagnie du programme télé sur EZA TV. Et n'oubliez pas de prendre le rendez-vous de l'invité demain. Ce sera avec l'ancien bâtonnier Jacques Migan et membre fondateur du parti politique Bloc Républicain.